Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver. Épisode suivant, c'est votre rendez-vous sur Tech & Co toutes les semaines pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries télé qui sortent dessus. Et cette semaine, on va célébrer un anniversaire d'une série mythique, les 60 ans de Doctor Who. Ça paraît fou à l'époque du streaming, où les séries durent rarement plus de 3 ou 4 saisons si elles ont de la chance. Et bien là, c'est la 40e saison qui va démarrer sur Disney+ l'année prochaine. Mais avant ça, il y a des épisodes spéciaux qui sont en train d'être diffusés. On va parler de tout ça. Et si, comme moi, vous n'avez jamais eu la foi d'embarquer dans le TARDIS, le vaisseau spatial temporel du Docteur, que vous ne savez pas par où commencer, Doctor Who, eh bien cette émission, elle est faite pour vous. Parce que j'ai deux spécialistes en plateau de Doctor Who, des docteurs S-docteurs, si je puis dire. Il y a d'abord Pauline Cadar-Cerisel. Salut Pauline. Salut Clément. Enchanté, merci d'être là. Toi, tu as créé la chaîne YouTube Pepperpot Team, c'est ça? C'est une chaîne YouTube qui est consacrée au Docteur, uniquement au Docteur. C'est ça, uniquement à Doctor Who ou alors au sujet dont traite Doctor Who, mais en les prenant par le prisme de sujets de société un peu plus large. D'accord, une référence pour la communauté française des fans du Docteur. Je ne sais pas s'il y a un nom pour cette communauté. Les Whovians. Voilà, les Whovians. Eh bien, on espère qu'ils vont regarder cette émission aussi et qu'on apprendra des choses avec eux. Et en face, il y a Romain Nigita. Salut Romain. Bonjour Clément, merci pour l'invitation. Ravi que tu sois là. Toi, tu es journaliste indépendant, spécialiste des séries. On peut notamment te lire dans Téléstar. Et si tu es là, c'est que tu es aussi un immense fan et un grand connaisseur de Doctor Who, évidemment. Oui, j'ai eu la chance de faire pas mal d'articles sur le sujet, de rencontrer pas mal des gens qui ont travaillé sur la série, les scénaristes, les comédiens. Et en effet, c'est une série qui, parmi beaucoup d'autres, me passionne. Eh bien, tes enseignements seront les bienvenus. Merci à tous les deux d'être là. Tous à bord du TARDIS. C'est parti pour le débat de la semaine. Un débat consacré donc à Doctor Who, la série de science-fiction britannique qui a débuté en novembre 1963. C'était sur la BBC, évidemment, la grande chaîne publique anglaise. Le public, à l'époque, s'est rué dessus. On parle quand même d'épisodes qui rassemblaient plus de 10 millions de personnes à chaque fois. Et à l'époque, il n'y avait que la télé, il n'y avait pas de replay, de streaming ou quoi que ce soit. Ça a duré 26 ans, avant un premier arrêt en 1989. Les audiences avaient fini quand même un peu par baisser. Le Docteur se perd alors dans les limbes du temps, avant de renaître en 2005 avec une deuxième série, toujours sur la BBC, deuxième série qui comprend 13 saisons et qui s'est arrêtée l'an dernier. Mais ce n'est toujours pas la fin de l'histoire du Docteur, puisqu'il y a une troisième série qui va démarrer l'an prochain avec un nouveau Docteur, une nouvelle saison. Mais avant ça, les fans, les Whovians, donc, ont droit à 3 petites friandises. 3 épisodes spéciaux diffusés pour la commémoration des 60 ans de la série. Chez nous, c'est à voir sur Disney+, ça a commencé, c'est en cours de diffusion. On va parler de tout ça, mais avant, qui veut se coller à un petit résumé? C'est quoi Doctor Who? Ça raconte quoi? Allez, il faut que quelqu'un se lance. Allez, je me lance. C'est Romain. Doctor Who, c'est une série de science-fiction et d'aventure. Le concept est d'une simplicité évangélique. Le Docteur, c'est un extraterrestre qui a une physionomie humaine, mais qui pourtant a 2 cœurs. Et grâce à son vaisseau qui s'appelle le TARDIS, c'est la petite boîte bleue qu'on voit avec nous sur le plateau. Ça lui permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Donc à chaque épisode, il va se retrouver soit à une époque différente sur Terre, il va rencontrer des personnages historiques, Charles Dickens par exemple, ou alors il va carrément se retrouver dans le futur, ou alors il va voyager sur d'autres planètes, il va rencontrer des extraterrestres. Et donc à chaque fois, c'est une aventure pour sauver le monde, sauver la planète, sauver une personne. Et il est tout le temps accompagné de ce qu'on appelle un companion en anglais, une compagne, un assistant. La plupart du temps, c'est un humain, c'est un terrien de notre époque, donc c'est un peu le point de vue du téléspectateur. Et ensemble, ce duo, car la plupart du temps c'est un duo, même si parfois c'était un trio, voire un quatuor, ce duo va sauver le monde, va sauver le temps, va sauver l'univers. Mais voilà, chaque épisode, c'est vraiment une aventure indépendante. Même s'il y a des fils rouges, on peut regarder un épisode de manière indépendante, un peu comme X-Files à l'époque, où d'un côté il y avait la mythologie, mais en fait les 3/4 des épisodes, c'était une enquête de Mulder et Scully qui était résolue à la fin de l'épisode. Donc Doctor Who, c'est pas si compliqué que ça, malgré le fait que ça dure depuis 1963. Finalement, c'est plutôt la forme qui peut faire peur. Je le disais au début de ma petite présentation, 60 ans d'existence, 40 saisons bientôt, 15 interprètes du Docteur différents si j'ai bien compté. Pauline, est-ce que c'est possible de se lancer dans Doctor Who aujourd'hui et surtout comment? Alors c'est tout à fait possible de se lancer dans Doctor Who parce que c'est une série qui
est consciente de sa longévité et se permet donc de créer régulièrement des points d'entrée pour les nouveaux téléspectateurs. Donc on peut commencer, je vais parler uniquement de la série de 2005, parce qu'on peut aussi commencer par 1963. Oui, c'est ce que j'allais dire, en mais fait. Elle est presque déjà des épisodes qui sont perdus dans cette première série des années 60, 70, 80 en fait. Elle est quasiment plus regardable aujourd'hui. Oh si, elle est regardable. En France, c'est très difficile. Mais au Royaume-Uni, c'est très simple de la regarder. Tous les épisodes sont disponibles sur l'iPlayer de la BBC. Mais pour quelqu'un qui n'a pas le temps de tout voir, en tout cas, on peut commencer, c'est ça, la deuxième série, donc en 2005. La majorité des fans aujourd'hui n'ont pas vu la série de 63. Donc on peut démarrer par la série de 2005, par la saison 1. On peut aussi démarrer par la saison 5, qui a été pensée comme étant un point d'entrée. La saison 11, mine de rien, peut aussi pas mal servir de point d'entrée. Et là, on va avoir, avec la saison prochaine et l'épisode qui va sortir à Noël, on va avoir un nouveau point d'entrée avec du coup cette nouvelle série, cette troisième série Doctor Who, et qui sera... à mon avis, un très très bon moyen pour les gens qui ne veulent pas se lancer dans 13 saisons avant de pouvoir prendre en route cette série. Oui, parce que tu parles de points d'entrée, et notamment ces saisons 5, saison 11, etc. dont tu parles, sont des saisons aussi qui voient le Docteur se régénérer, changer d'apparence. Le Docteur, il n'y a pas un interprète du Docteur, il y en a, comme je disais, 15. Même dans cette deuxième série, il y en a plusieurs, et à chaque fois, on repart pas de zéro, mais presque, c'est ça ou pas? C'est ça. En fait, Doctor Who il y a eu une brillante idée. En 1966. Le premier interprète du Docteur, William Hartnell, avait sa santé assez défaillante, il avait du mal à apprendre son texte, et puis disons qu'à la BBC, ils voulaient faire continuer le programme, mais pas forcément avec lui. Et donc ils ont eu une idée incroyable, qui était de changer l'interprète, mais vu que c'est un alien qui n'a du coup pas les mêmes caractéristiques physiques que nous, ils lui ont donné le entre guillemets, pouvoir de régénération. Donc en gros, quand le Docteur est trop vieux, ou trop malade, ou trop blessé, eh bien il va régénérer l'entièreté de son corps et avoir ainsi une toute nouvelle apparence, ce qui est très pratique pour pouvoir changer d'acteur. Qui est un moyen effectivement très très intelligent et qui permet peut-être d'expliquer pourquoi il y a autant de saisons et une telle longévité. Ça permet peut-être de redonner du souffle à chaque fois à cette série. Justement, on l'a dit, 60 ans. Quand même, c'est énorme, 60 ans pour une série. Alors certes, il y a eu des périodes où il y avait plus de saisons, etc. Mais en termes d'existence, Doctor Who, c'est 60 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette longévité incroyable dans le milieu des séries? Justement, cette régénération du Docteur, c'est aussi la régénération de la série elle-même. Le changement d'acteur, c'est un peu comme dans James Bond. Ça permet de donner un petit peu un coup de jeune, de changer un peu le style, parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement de Docteur, scénaristiquement, ça crée en effet un point d'entrée. Ça s'accompagne souvent d'un changement d'équipe en coulisses, de scénaristes. Donc ça permet d'apporter un nouveau ton, donc de ne pas se lasser. C'est souvent aussi accompagné d'un changement technologique. On passe par exemple du noir et blanc à la couleur, on passe de la définition standard à la HD. Donc tout ça permet à la série de coller à l'évolution narrative des séries, à l'évolution technologique de la télévision. Et voilà, si on se replonge dans les premières saisons jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a des périodes où on reconnaît quasiment pas le concept de la série. Au tout début, on ne sait même pas que le Docteur est un extraterrestre. Ça n'avait même pas été conçu comme ça. En effet, la régénération, c'est un truc qui a été improvisé. À partir du troisième Docteur, au début des années 70, le Docteur n'a même plus la capacité de voyager dans l'espace. Il était banni par son peuple, donc les Seigneurs du Temps, et il doit rester sur Terre. C'est toujours de la science-fiction, mais uniquement sur Terre. Donc on voit que on n'est quasiment plus dans la même série, alors que c'est toujours la même, qu'il y a toujours la continuité, puisque quand le Docteur se régénère, il garde sa mémoire. Et c'est vrai que quand tu as présenté tout à l'heure première série, deuxième série, troisième série, c'est un petit peu faux dans le sens où c'est toujours le même personnage, il a toujours la mémoire des saisons précédentes, c'est uniquement au niveau marketing et au niveau narratif pour un nouveau public, mais c'est toujours la même série. Et c'est là où c'est l'inverse de James Bond. James Bond, quand on change de personnage, on oublie quasiment ce qui lui arrivait avant. Daniel Craig, il commence à être James Bond au début, et spoiler, dans le dernier, il meurt. Et ça n'a pas d'impact sur les autres versions de James Bond, et il y aura encore des films prochainement. La Doctor Who, tout se tient, c'est une continuité depuis le premier épisode de 63. Ce qui le différencie peut-être, effectivement, tu parlais de James Bond, il y a un truc aussi très britannique de ces grandes icônes de la littérature ou de la pop culture britannique. Je pense à Sherlock Holmes, Hercule Poirot dans un sens, même s'il est belge, c'est une écrivaine britannique. James Bond, effectivement, tous ces personnages qui ne cessent de se réincarner sous différents formats, des séries, des films, etc., qui changent d'apparence, qui deviennent parfois une femme alors que c'était un homme quand c'était une femme, etc. C'est peut-être ça aussi la force de cette série, c'est d'arriver à permanence se régénérer, en permanence, comme tu dis, trouver des idées. Pauline, je ne sais pas comment toi tu as perçu ça, comment tu es rentrée dans Doctor Who et comment tu arrives encore à y trouver de l'intérêt après toutes ces années. On trouve toujours de l'intérêt dans Doctor Who parce que justement la série change tout le temps. Donc même s'il y a un moment où la série va un peu moins nous parler, on sait qu'à un moment elle va nous parler à nouveau.
Par exemple, la dernière ère, il y a beaucoup de fans qui ont décroché. Personnellement, moi j'ai bien aimé, mais beaucoup de fans ont décroché et reviennent là parce que c'est un docteur qui leur parle plus. Moi, il y avait Enfin, j'aime tous les docteurs, mais certaines périodes m'ont moins fait accrocher. J'avais eu une petite baisse de régime dans la série. Nouveau docteur, paf, j'ai été relancée à bloc. C'est véritablement une force de pouvoir ainsi se réinventer, on change assez souvent aussi de showrunner, régulièrement, à peu près, tous les 3 saisons ou 6 saisons, on change de showrunner, ce qui permet d'avoir une approche de la série complètement différente. Même au sein d'une même ère, d'un même showrunner, on peut avoir des visions différentes aussi avec le changement de docteur. On ne sait jamais vraiment ce qui va nous attendre avec une nouvelle ère de Doctor Who. Et donc, c'est de la surprise en permanence et ça relance l'intérêt en permanence. C'est une série, on l'a dit, on la présente un petit peu, de voyage dans le temps, de voyage dans l'espace, qui vont parfois très très loin, dans des planètes avec des aliens aux apparences parfois très improbables. Dans le temps, on remonte parfois jusqu'au Moyen-Âge, voire très très loin. Et on va aussi dans le futur, dans les années 2000, 3000, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très inventives dans cette série Doctor Who, avec quand même une réputation d'être un peu kitsch. Faut le dire, moi, quand je me suis renseigné, j'étais pas un grand connaisseur, j'ai fait mes devoirs, et effectivement, ce que disent beaucoup de gens, alors parfois qui n'ont pas vu la série d'ailleurs, c'est que c'est assez kitsch, que les effets spéciaux, c'est une série télé de la BBC, donc on n'a pas forcément les moyens ambitieux que peut avoir Netflix ou HBO parfois sur des séries de science-fiction. Les effets spéciaux sont parfois effectivement pas très beaux, si je puis dire. On va le risquer. Attention, je ne vais pas me fâcher avec mes invités. Soyez honnêtes tous les deux, est-ce que c'est kitsch ou pas? Oui, mais c'est du kitsch particulier. C'est le kitsch de Doctor Who. Moi, je dirais pas que c'est kitsch, je dirais que c'est britannique. Oui, c'est ça. Voilà. En gros, Doctor Who, c'est le fils illégitime de Star Trek et des Monty Python. Que ça soit dans l'esprit ou dans le visuel. C'est vendeur. Voilà. Non, mais si on conçoit la science-fiction comme une conception très américaine à la Star Wars ou à la Star Trek, en effet, Doctor Who, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas forcément mal fait dans Doctor Who, c'est juste que c'est complètement fou. Il y a beaucoup d'humour, en effet, il y a un esprit très britannique, et je pense que la plupart des des Français qui aiment Doctor Who, sont des gens qui aiment la culture britannique en général. Ça se ressent beaucoup dans leur lecture ou dans leur visionnage. Et c'est vrai qu'il y a cet esprit-là, il y a ce côté malicieux, il y a le côté, voilà, ce qu'on voit là, c'est quand même l'extraterrestre principal, le méchant principal de la série. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est le Dalek, c'est ça qui est l'antagoniste. Ça ressemble à une salière ou une poivrière, grosso modo. Peu de choses près, un peu évolué, mais oui. Dans le scénario, ce sont des nazis de l'espace. Ce sont des êtres qui veulent exterminer, comme ils disent eux-mêmes, tout ce qui ne ressemble pas à eux-mêmes. Donc, dans le scénario, c'est l'ennemi le plus terrible de la série. En effet, quand on les voit, on peut se dire c'est ridicule, c'est un truc lent qui roule, etc. Il n'a pas l'air très menaçant quand on le voit, effectivement. Et en fait, c'est une horreur absolue dans les scénarios. Et c'est ça qui est génial dans Doctor Who, c'est qu'on a ce visuel absolument débridé et très imaginatif, en effet, qui ne répond à aucun canon de la science-fiction, mais les histoires sont absolument formidables, et c'est pour ça que dès les premières aventures du Docteur qui étaient filmées en noir et blanc dans les conditions du direct et en vidéo, donc c'est quasiment du théâtre filmé, alors que Star Trek, même dans les années 60, était filmé sur pellicule, donc il y avait déjà une production value qui était plus importante. Et bien les scénarios de Doctor Who, dès le début, étaient absolument imaginatifs, ça ressemblait à rien de ce qu'on voyait à la télévision, et c'est pour ça que les gens accrochaient, quel que soit le visuel. C'est ça qui fait la force d'une grande histoire ou d'une grande série. Et est-ce que ça s'améliore quand même, ces effets spéciaux? Parce que tu disais, c'est une série qui a su évoluer avec son temps. Aujourd'hui, on a un temps où les effets spéciaux numériques ont quand même beaucoup évolué. C'est devenu plus facile de faire des choses belles, entre guillemets, ou passables à la télévision. Pauline, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on ressent, même ne serait-ce sur cette série de 2005 à 2022? Est-ce que vers la fin, déjà, on se rapproche on va dire, des standards de ce que peuvent être Netflix ou autres en termes d'effets spéciaux? Alors, on se rapproche. Après, c'est pas du tout le même budget. Mais oui, en effet, on se rapproche déjà rien qu'au niveau du budget effets spéciaux. Le dernier épisode en date, La créature stellaire, qui est sorti samedi sur Disney+, a, rien que pour l'épisode, le même budget effets spéciaux que l'ensemble de la première saison de 2005. D'accord. Donc, petit à petit, si on met du budget, on arrive aussi à faire des choses forcément un peu moins kitsch, c'est le principe. Oui, mais le truc, c'est que Doctor Who ne veut pas se priver de ce côté kitsch britannique très particulier. Justement, dans le dernier épisode, les personnages sont, quand on les voit de l'extérieur, absolument ridicules, alors que quand on est fan de Doctor Who, on trouve ça brillant. Mais ça reprend véritablement... un des personnages, c'est une espèce de peluche géante, un énorme boule de Furby. Poil, une sorte de Furby, c'est une bonne description, effectivement. C'est ça, et c'est un super personnage que tout le monde a adoré.
parmi les fans de Doctor Who. Et c'est voulu, du coup, il y a le budget, mais non, on veut garder cette esthétique. Doctor Who, c'est aussi ça. Doctor Who, c'est une série qui aime garder ses racines, qui adore évoluer et pour autant montrer c'est ça l'âme du programme et on va l'assumer jusqu'au bout. En revanche, il y a quelque chose qui n'a jamais été kitsch, et moi j'avoue que c'est ce qui m'a le plus surpris quand j'ai fait mes devoirs et regardé quelques épisodes de Doctor Who pour préparer tout ça, c'est le casting, c'est les acteurs. On se rend compte en fait que depuis 2005, la plupart des acteurs qui ont joué le Docteur sont devenus ensuite très connus, ont tourné dans des films beaucoup plus connus du grand public, des films Marvel, des blockbusters d'action ou alors des séries britanniques aussi très qualitatives. Alors, il y a des noms qu'on peut donner, David Tennant, Matt Smith, Jodie Whittaker, Karen Gillan, enfin voilà, beaucoup de monde qui a participé à ça, plus évidemment les caméos, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs britanniques. C'est un peu du patrimoine quelque part aussi, peut-être de venir faire sa petite apparition, son petit épisode du Docteur quand on a un grand acteur britannique. Ça joue quand même sur la force de cette série, non, ces acteurs et ces actrices de talent, quoi. C'est une qualité de la télé britannique en général. Déjà, quand on voit tous ceux qui ont débuté dans des séries britanniques, même hors de Doctor Who, il y a plein de gens qu'ensuite on a vu dans des films ou dans des projets de grande ampleur. Mais en effet, pour les Britanniques, Doctor Who, c'est une institution. Donc apparaître dans un épisode, c'est quasiment une obligation dans un CV, même ne serait-ce que pour faire une voix. Ian McKellen, qui joue Gandalf dans Seigneur des Anneaux, a fait la voix d'un méchant dans un épisode de Doctor Who, même s'il n'est pas apparu visuellement. En effet, ils ont tous fait carrière. Mais il faut se rappeler que le premier acteur à avoir joué Doctor Who lors du retour de la série en 2005, Christopher Eccleston, était déjà un nom assez connu. C'est lui qui était dans les premiers films de Danny Boyle, dans Petit meurtre entre amis. C'est lui qui joue le général méchant dans 28 jours plus tard. On l'a vu depuis dans The Leftovers, par exemple. David Tennant, en effet, sa carrière a explosé. On l'a vu dans la série Marvel Jessica Jones. Et là, le nouvel acteur qui va reprendre le rôle pour la nouvelle saison qui va démarrer au printemps prochain, Ncuti Gatwa, c'était l'une des vedettes de Sex Education sur Netflix. Donc à la fois, on a un visage très connu, très populaire auprès d'un public un peu plus jeune, effectivement, qui apporte une image un peu plus moderne. Déjà, c'est le premier acteur noir à jouer le rôle du Docteur de manière régulière. On a eu une actrice noire lors d'une des dernières saisons, mais c'était un ancien Docteur qu'on avait oublié, mais voilà, c'était un rôle plutôt secondaire, c'était pas la vedette et l'image de la série. C'est un homme qui est ouvertement homosexuel. Là aussi, ça se faisait malheureusement pas avant d'assumer ça quand on était la vedette d'une série. Donc on sent que le Doctor Who évolue avec son temps, et ça doit aussi beaucoup à Russell T Davies, qui est le showrunner de la série. C'est déjà lui qui a ramené la série en 2005 et qui la ramène aujourd'hui, qui est par ailleurs le créateur de très grandes séries comme Queer as Folk, Years and Years, It's a Sin. Donc c'est aussi un énorme gage de qualité. Et c'est pas du tout paradoxal pour les Britanniques d'être à la fois un scénariste révéré et d'être un fan invétéré de Doctor Who et de mettre des références à Doctor Who dans toutes ses séries. En France, je pense que ça paraîtrait impensable. C'est une série qui échappe un peu à l'élitisme, quelque part. Totalement. On a name droppé là quelques noms de docteurs. Je vais poser la question qui fâche. C'est le moment de vous fâcher tous les deux. C'est qui le meilleur docteur ? Moi, c'est Peter Capaldi, mon docteur préféré, que je trouve en quelque sorte être le meilleur docteur, mais parce que voilà, c'est justement. Donc sur les saisons, c'est sur quelle saison Peter Capaldi ? C'est les saisons 8, 9 et 10 de la série de 2005, parce que je trouve que c'est un docteur complet. C'est quelqu'un qui a grandi en étant fan de Doctor Who et qui faisait partie des comédiens qui ont été castés en étant déjà un très grand nom au Royaume-Uni. Et il est d'une justesse incroyable. Il y a un épisode en particulier qui s'appelle Descente au paradis, me semble-t-il en français, qui est un épisode de la saison 9 où il n'y a quasiment que lui dans cet épisode et il porte l'entièreté de l'épisode. Et c'est un des épisodes de série télé les plus magistraux que j'ai vu de ma vie. Je peux difficilement expliquer pourquoi, mais c'est uniquement porté par sa performance. D'accord, donc Peter Capaldi d'un côté de la table, Romain ? Moi, je dois avouer, je ne suis pas très original, même si j'ai adoré justement Christopher Eccleston, dont j'ai parlé, grâce à qui la série a pu enfin redémarrer. Pour moi, David Tennant reste quand même l'emblème de la nouvelle époque de la série. C'est pas pour rien que la BBC le ramène pour ses... David Tennant qui était dans l'ordre de ce renouveau. C'est le deuxième des nouveaux. D'accord. Donc c'est à partir de la saison 2 de la nouvelle époque. Et à chaque fois, il revient pour ses épisodes d'anniversaire. Il était revenu pour 50e anniversaire, il revient pour 60e. C'est acteur extraordinaire qu'on a vu aussi dans Broadchurch, par exemple. Et je trouve qu'il cumule toutes les qualités du docteur. Il peut être à la fois drôle, énergique, hystérique,
effrayant par moments quand justement son propre pouvoir lui monte à la tête, émouvant bien entendu. Je trouve qu'il a le meilleur costume, parce qu'à chaque fois les docteurs ont chacun un peu leur costume emblématique. Je trouve que lui avec son grand manteau, c'est le costume qui est le plus visuel. Voilà, moi je suis absolument ravi de le voir revenir. Le premier épisode de ces épisodes d'anniversaire avec lui, on le retrouve en très grande forme. Justement, cet épisode donc il y en a trois épisodes spéciaux pour les 60 ans. Donc le premier est déjà diffusé, les 2 autres sont en cours de diffusion, ça va arriver. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux? Est-ce que c'est un peu un hommage sympathique pour les 60 ans, voilà, comme on en fait parfois, un peu du fan service? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça peut aussi servir de rampe de lancement, peut-être pour des gens qui nous écoutent, qui se disent tiens, j'ai jamais vu Doctor Who, mais voilà, c'est dispo sur Disney+, peut-être c'est le moment de se lancer. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Alors pour se lancer, le problème c'est qu'en fait ces épisodes des 60 ans font référence à des choses qui se sont passées en saison 4. D'accord. Mais c'est assez intelligent, ils ont mis un résumé en début d'épisode avec les 2 personnages principaux, donc le docteur et sa compagne Donna, qui rappellent ce qui s'est passé justement pendant cette saison 4. Donc je vais prendre un exemple personnel. Ma mère, qui a vu 3-4 épisodes de Doctor Who dans sa vie, a regardé l'épisode et elle a bien aimé et elle a compris ce qui se passait. Donc, c'est qu'ils ont quand même réussi leur pari avec un truc aussi référencé, d'être quand même grand public et accessible pour les nouveaux venus. Moi, l'épisode, j'ai trouvé sympathique. C'est pas mon épisode préféré, mais c'est un... Disons que pour un épisode d'anniversaire, j'ai tendance à avoir généralement des plus grosses attentes, alors que là, c'est un épisode assez simple. Ok. Donc justement, c'est vrai que pour commencer, c'est probablement mieux de commencer par ça plutôt que par quelque chose qui explose dans tous les sens, c'est vrai. Mais ça fait vraiment plaisir de retrouver David Tennant et Catherine Tate qui jouent sa compagne Donna. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, ça a beau être le même interprète du docteur qui le rejoue de manière un peu similaire. Il y a des grosses différences, je trouve, dans son jeu. Et où on se retrouve avec un docteur très proche du 10e, mais qui a vieilli. Qui a gagné en maturité aussi avec les incarnations précédentes, qui n'a pas forcément le même regard dessus, où justement il est peut-être un peu moins sautillant et un peu plus sérieux, mais pour autant on retrouve complètement son âme. Et j'ai adoré cette prestation de David Tennant. Il est très bon, ça reste, j'ai regardé, ça reste une belle aventure aussi avec des moyens, on sent une ambition aussi, l'envie de faire quelque chose d'une vraie belle aventure familiale aussi, ça se regarde à tout âge évidemment. D'un mot, Romain, il y a une particularité sur ces épisodes spéciaux et sur la saison qui va arriver, c'est que tout ça chez nous est disponible sur Disney+. Disney+, qui a racheté les droits de diffusion internationaux, hormis en Angleterre où c'est sur la BBC. Qu'est-ce que ça dit de ce qu'est encore Doctor Who aujourd'hui? Ça veut dire quand même que Disney+, qui est l'un des plus grands networks au monde, mise sur l'avenir de Doctor Who, pas sur le passé, puisqu'ils ne diffuseront pas les saisons d'avant. Ils misent sur ce que va devenir Doctor Who. C'est quand même fort, non? Ça prouve que Doctor Who est une marque. Les plateformes, tous ces nouveaux diffuseurs ont besoin de marques pour se différencier. Il y a tellement aujourd'hui de contenu et de plateformes. Il faut dire, voilà, si vous voulez voir ça, c'est chez moi. Game of Thrones, c'est sur HBO. Stranger Things, c'est sur Netflix. Il faut que chacun ait sa marque. Disney+, a déjà Star Wars et Marvel, ce qui est déjà pas mal en termes de marque. Et là, ils captent, je pense, la marque de science-fiction qui est la plus connue au monde, peut-être en termes de télé, juste derrière Star Trek. C'est déjà chez Paramount, donc c'est pris. Donc je pense qu'il y a en effet un énorme pari là-dessus, parce qu'ils ne sont pas juste diffuseurs en exclu mondial, en dehors de la Grande-Bretagne, ils sont aussi coproducteurs. Donc ils injectent aussi beaucoup d'argent dedans, ça se voit à l'écran en effet dans ce premier épisode. Et quand Disney mène l'argent, en général, ils aiment bien qu'il y ait un retour sur investissement derrière. Voilà, ça par charité. Donc ça, on verra bien les résultats par la suite, mais en tout cas, il y a un vrai vote de confiance, parce qu'il y a ces 3 épisodes qui ont été produits, il y en aura un autre à Noël, il y a une première saison qui est déjà prête pour le printemps, il y a une seconde saison qui est déjà en cours de tournage. Donc voilà, on est assuré d'avoir du Doctor Who pour les 2 années à venir, du Doctor Who avec beaucoup de budget, mais moins d'épisodes. D'accord. Ça sera quand même des saisons moins longues que ceux dont on avait l'habitude sur la BBC, où ça tournait plutôt à 12-13 épisodes. Bien les séries un peu resserrées. Voilà, là on va être plutôt sur des saisons à 6-8 épisodes. Il y a des rumeurs de multiples séries dérivées. Ce dont on avait eu l'habitude au début de cette nouvelle ère de Doctor Who, avec Torchwood pour un public un peu plus adulte, avec Sarah Jane Adventures qu'on n'a pas vu en France mais qui s'adressait à un public un peu plus jeune. Tout ça c'était un petit peu étiolé. Là, visiblement, ils ont envie de remettre le couvert. Il y a beaucoup d'infos qui circulent, rien d'officialisé pour l'instant. Voilà, on sent qu'ils ont envie d'y aller à fond. Et ça se voit en tout cas sur ce premier épisode. Et c'est donc peut-être le bon moment de se lancer du coup dans Doctor Who, cette nouvelle saison qui arrivera l'année prochaine sur Disney+.
embarquer à bord du TARDIS comme l'ont fait nos invités. Voilà, ça va être une belle découverte et peut-être pour les 10, 15, 20, 60 prochaines années, qui sait, on arrivera peut-être au centenaire de Doctor Who à un moment. On reviendra dans l'émission. On reviendra, je ne suis pas sûr d'être encore là. Nous, on va rester sur Terre encore un peu puisqu'il y a d'autres séries que Doctor Who en ce moment. C'est les séries de la semaine, on va en parler tout de suite. Et la première reco, c'est pas vraiment une nouveauté, j'ai un peu triché, mais on trouvait qu'il y avait un parallèle intéressant à faire avec Doctor Who. C'est une série de science-fiction ancienne, c'est la 4e dimension qui tient à cœur à Pauline, qui voulait nous en redire un petit mot. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder la 4e dimension en 2023 2024 même presque. Un peu pour les mêmes raisons que Doctor Who. C'est une série qui a su aborder des thématiques extrêmement variées. Et qui pour autant arrive toujours à être pertinente aujourd'hui sur certaines thématiques. Alors évidemment, il y a des messages qui ont un peu mal vieilli dedans, vu que la série originale date de 1959. Ouais. Mais c'est une série que je prends toujours, en tout cas personnellement, énormément de plaisir à regarder. C'est une série qui a aussi évolué à travers les âges, comme Doctor Who, parce qu'on a la série originale qui fait 5 saisons, qui est du coup de 1959 à 1964. Il y a eu également 3 autres série, la 4e dimension, donc avec des titres un peu différents selon les versions. La dernière date de 2019, a été faite par Jordan Peele. Ouais, le Elle a duré 2 saisons. Etc., ouais. Exactement. Et il y a également eu des films, enfin un film, 2 téléfilms. Donc ça a été une licence qui s'est vraiment étalée dans le temps, un peu de la même manière que Doctor Who, et qui a également énormément marqué la pop culture. Tout le monde a déjà entendu la musique du générique. Le générique de de Twilight Zone, la 4e dimension, tout à fait. Voilà, et puis vu le générique également. Mais rien qu'en étant à Paris, à Disneyland Paris, on a une attraction qui y fait référence. C'est vraiment très marqué dans la pop culture. C'est un monument. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est une série d'anthologie. Ouais. Donc on n'a pas besoin de tout regarder. Si on a envie juste de picorer quelques épisodes, c'est possible. Bah, c'est pas disponible malheureusement en streaming. Pour une fois, voilà, c'est pas une série qui est... Alors, non, le reboot de 2019 est disponible sur Sisplay notamment, mais en revanche c'est disponible en coffret, DVD à l'ancienne. Et en Blu-ray aussi, un magnifique coffret Blu-ray. Voilà, magnifique coffret Blu-ray. Je dis ça, je dis rien, on est à un mois de Noël à peu près. Si vous êtes encore à l'arrache et qu'il vous manque une petite idée de cadeau, ça peut faire la bonne idée qui change et qui est originale, la 4e dimension. Un autre coup de cœur science-fiction de Pauline. Notre 2e série de la semaine, celle de Romain, là pour le coup c'est plus récent, c'est en couleur. Et ça n'a rien à voir. Et ça n'a absolument rien à voir, on va arrêter de parler de science-fiction un petit peu, là ça suffit. C'est Mère indigne. C'est une série française sur France Télévisions, Romain. Oui, sur France.tv, donc la plateforme de France Télévisions qui fait des séries originales qu'on ne voit pas à l'antenne. Et c'est une série qui a la particularité d'être coécrite, co-réalisée et interprétée par Anne-Elisabeth Blateau. On ne connaît pas forcément son nom, on connaît forcément son visage. C'est l'une des comédiennes de Scène de ménage. D'accord. Celle qui joue Emma, la petite rousse. Okay. Et donc, c'est elle qui joue le personnage principal, donc cette mère indigne, qui est une femme qui divorce, qui est la maman d'une petite fille de 7 ans, et son divorce se passe très très mal, et elle pète les plombs. Elle picole un peu trop, elle n'est pas très sérieuse ni avec sa fille, ni avec son boulot. Des fois, ça arrive d'oublier d'aller la chercher à l'école, parce qu'elle se retrouve à Dublin. Elle ne sait pas pourquoi. Okay. Parce qu'elle a des espèces de visions par moment. Donc c'est vraiment une comédie à l'anglo-saxonne. Moi, ça me rappelle beaucoup Working Moms, qui est une comédie canadienne qu'on peut voir sur Netflix. Il y a vraiment ce ton avec des gags, le côté un petit peu trash, un gag avec un chat à un moment, je ne vous dis rien, mais c'est très très drôle. Et Anne-Elisabeth Blateau est formidable dans ce rôle de maman très rock'n'roll, qui est prof de sport, mais qui fume sur le côté de la piste d'athlétisme où ses élèves sont en train de courir. La prof qui en fait moins que les élèves, la fameuse. Et c'est exactement ça. Il y a vraiment un vrai fil rouge au fil de ces 10 épisodes. Il y a Eva Darlan qui joue sa mère, donc elle est forcément formidable, Eva Darlan, pour ceux qui se souviennent de Palace notamment. Donc vraiment une belle comédie. Moi j'aurais aimé voir ça à l'antenne finalement. C'est dommage que France Télé... La frustration qu'on a parfois avec les programmes de France TV. Voilà, ils font des choses formidables sur leur plateforme. Au moins ça a le mérite d'exister, donc jetez-vous dessus, ça sera dispo à partir du 1er décembre. Eh ben, on va se jeter sur Mère indigne, donc 10 épisodes, je crois. C'est ça, pour cette première saison, j'espère qu'il y en aura d'autres. Sur France.tv, une bonne production française à regarder. C'est la fin de cette émission passionnante déjà. On aurait aimé voir beaucoup plus de temps, mais ce n'est pas le cas. Merci Pauline Cadar-Cerizel et merci Romain Nigita d'avoir pris le temps de venir me donner envie de regarder Doctor Who notamment. Regardez Doctor Who, c'est une super série de science-fiction britannique avec des super acteurs. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur le site de Tech & Co, bien sûr, la réécouter en podcast si vous préférez l'audio sur toutes les plateformes d'écoute. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.